Bonjour, vous êtes dans l'Astro d'Hugo, bienvenue dans mon domaine. De quoi on va bien pouvoir parler? Le cancer, un peu comme un bon paquet de constellations, fait référence à la mythologie grecque. Et plus particulièrement, ici, on a affaire au mythe d'Hercule. On en a déjà parlé dans un autre épisode du tarot, donc je vais pas vous faire toute la bio du mec. On l'avait laissé à la fin de son premier travail, parmi les 12, que lui avait donné son cousin, travail qui consistait à bousiller la gueule d'un lion. Hercule est donc revenu chez son cousin pour lui montrer la dépouille, mais pour lui faire une bonne blague, il avait décidé d'endosser la peau du lion. Ça a très bien marché et le cousin n'a même pas voulu le voir. Trop flippé, il envoie un valet donner à Hercule son deuxième travail, qui consistera à bousiller l'hydre de Lerne. L'hydre est un animal qui a la chance d'avoir plusieurs têtes. Petite joueuse, nous on a 2 corps. C'est pas faux. Et la bestiole en profite pour faire flipper tout son petit monde. Elle vit dans un marais, appelé le marais de Lerne, d'où son nom. Étonnant, non? La bébête est la fille contre nature de Typhon et Échidna. Et l'hydre a 9 têtes qui repoussent à chaque fois qu'on les coupe. Et pour corser un peu le défi, une de ces têtes est immortelle et le sang de la bestiole est du poison. Mais comme Hercule c'est pas un fragile, il décide de prendre son courage à 2 mains et il va pour tataner la bestiole. Arrivé à Lerne, il va s'amuser à découper les têtes de l'hydre les unes après les autres, mais réalisera que chacune d'elles repoussera. Hercule a alors pour idée de cramer la forêt alentour et il prend une branche qu'il se sert de torche pour cautériser les coups des têtes fraîchement coupées. Ainsi, les têtes ne peuvent pas repousser. Et la bestiole, elle est bien emmerdée. Un sabre laser, ça aurait été tout aussi efficace. Et enfin, alors qu'il arrive à la dernière tête, il la tranche et la planque sous une pierre. Du coup, la créature ne peut plus vivre. Je crois qu'on peut nommer Hercule numéro 1 en dératisation en tout genre. Je vous laisse imaginer, le lac de Lerne est devenu un véritable charnier. Entre les têtes de l'hydre qui doivent être en dizaines et qui doivent s'accumuler un peu partout, il y a aussi d'énormes flaques de sang toxiques. Hercule décide alors de plonger quelques-unes de ses flèches dans ce sang. On sait jamais, ça peut toujours servir. On n'était pas censé te parler du cancer dans cette vidéo. Mais oui, j'allais oublier. Suis-je distrait? Alors, c'est pendant la bataille, Héra regardait un peu depuis le mont Olympe. Elle a remarqué qu'Hercule commençait à gagner et à l'emporter la bataille contre les différentes têtes. Alors, elle décide d'envoyer sur les berges du marais un crabe qui va agacer Hercule en lui pinçant les mollets. Et évidemment, ça a marché, Hercule a été agacé par le crabe. Du coup, il a décidé de l'écraser d'un coup de talon. Vachement triste de cette histoire, Héra décidera d'envoyer l'hydre de Lerne dans le ciel en tant que constellation et elle laissera une place à une autre constellation pour le crabe. Waouh, putain, elle était à chier cette fin quand même, hein. En Mésopotamie, la constellation du Cancer est appelée constellation de la tortue, parce qu'elle a un peu la forme d'une tortue. Ici, on a affaire à une créature aquatique qui se protège avec une carapace. Du coup, ça colle avec la tortue et le crabe. La grosse différence, c'est que le crabe a des pinces terrifiantes, alors que la tortue n'en a pas. Et si évidemment, comme moi, vous avez l'esprit dérangé, vous verrez un 69 allongé. Ce qu'il faut savoir avec le cancer, c'est que c'est un signe incroyablement protecteur. D'où la carapace, on va pas se le cacher. Il va chercher à protéger son entourage et en particulier sa famille. Et oui, le cancer est le signe de la famille avec un grand F. Mon public est une c'est quelqu'un qui sera sensible, qui sera à l'écoute et qui aura tendance à protéger tout le monde. À surprotéger même, et ça sera son plus gros défaut. Vous savez un petit peu le genre de nana qui veut essayer de protéger la planète à elle toute seule en mangeant simplement du tofu. J'aime la nature, les dauphins et les associations humanitaires. Du coup, toute son attention sera tournée vers sa famille. Et ça en deviendra finalement obsessionnel, la famille passant avant tout le temps.
Si vous ne faites pas partie du clan, de la tribu, de la famille du cancer, vous serez exclu d'office. Et évidemment, par corollaire, n'essayez même pas d'attaquer ou même de critiquer un des membres de cette famille. Notez que le cancer peut être éminemment susceptible, alors gare à vos paroles. Le cancer sera toujours à la recherche de sécurité, ce qui peut être un très bon point. Il essaiera par tous les moyens d'assurer la sécurité maximum. Et évidemment, pour se protéger encore un peu plus, il aimera avoir des secrets. C'est quelqu'un de mélancolique, réservé, timide, et il sera hypersensible aux émotions des autres. L'argent chez le cancer sera le plus souvent gagné dans le cadre familial et servira à protéger sa famille. Une sorte de cercle vertueux. En plus de ça, les investissements dans l'immobilier ou dans le patrimoine n'auront pas de secret pour lui. Et la sécurité monétaire prévaudra, il ne sera pas du genre à mettre son argent dans des investissements à risque. Niveau travail, si son travail ne prend pas la place sur sa vie de famille, le cancer pourra être quelqu'un de tout à fait épanoui. Les tâches routinières, répétitives, comme par exemple tranquillement dans un bureau, ne lui feront pas du tout peur, lui rappelant peut-être, dans une certaine mesure, le travail quotidien dans sa famille. Pour que le cancer se sente bien dans son travail, il faudra qu'il s'y trouve un peu comme dans une deuxième famille. Mais oui, vous les connaissez ces gens-là, ces gens qui vont mettre en fond d'écran la photo de l'anniversaire de leur petit dernier. On se le cache pas, l'hypersensibilité du cancer peut le rendre très émotif, et pas forcément quelque chose qu'il faut montrer dans un milieu professionnel. Je vous recommande d'ailleurs que vous soyez collègue ou patron de faire attention à ce que vous dites et de bien choisir le moment où vous aurez à le dire. Et, cher cancer, si vous avez rendez-vous à Pôle emploi pour choisir un travail, voici quelques professions qui pourraient vous intéresser. Premièrement, l'hôtellerie ou la restauration qui seront assez proches de la gestion d'un foyer. Le travail avec la petite enfance ou en tant qu'instituteur pourra vous intéresser aussi. Vous pourrez aussi travailler dans le social, dans les milieux hospitaliers, comme par exemple les services de natalité. Niveau santé, avouez, cher cancer, que vous ne faites pas énormément d'exercice. Trop appliqué à astiquer votre intérieur. Vous êtes aussi assez sensible à la contrariété, ce qui peut causer des dommages au niveau digestif. Faites d'ailleurs très attention à ce que vous mangez, vous avez tendance à vous jeter sur tout ce qui est pâtisserie, gâteau ou chocolat. D'autant que quand on aime le sucré mais qu'on ne fait pas de sport, les kilos s'emmagasinent très vite. En amour, le cancer sera un signe particulièrement tendre. Caresses, sourires, câlins, voilà tout ce qui va lui faire plaisir dans une relation amoureuse. L'attachement sera un peu leur raison d'être et ils seront très à fleur de peau sur toutes ces marques de gentillesse et d'amour. Ils voient l'amour avec un grand A et ils verront une façon de se protéger, car oui, ils voient l'amour comme étant le moyen unique de fonder une famille. Et c'est pour ça évidemment qu'ils vont tenter de fuir au plus possible les tensions jusqu'à fuir les réalités et ne jamais les affronter. D'ailleurs, je vous conseille de ne jamais toucher à leur famille. Mais cette façon de voir le monde n'est pas exempte de défauts. Le cancer aura tendance à surprotéger, voire étouffer l'ensemble des membres de sa famille. Et si nous parlions maintenant des célébrités qui sont nées sous le signe du cancer? Et qui de mieux pour commencer à parler d'un signe très familial de celle qui a été la mère, ou plutôt la babysitter de toute une génération d'enfants en France. Oui, parce que l'animatrice remplissait volontiers Bercy de gosses, mais elle n'a jamais mis d'enfant dans son berceau. Parlons donc de Dorothée, qui a été animatrice dans Récréa 2 sur Antenne 2, et ensuite qui a fondé le Club Dorothée sur TF1. Dorothée, c'était un peu la babysitter que tous les parents détestent. Celle qui fait open bar sur les Esquimaux. La babysitter que, quand t'es parent et que tu rentres à la maison, tu dois gérer l'hyperactivité de tes enfants. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Oh mon Dieu, qu'il est bête comme une gargoulette. Et si on se met à la place des parents, on peut comprendre qu'il n'ait pas été vraiment joyeux. D'autant que les programmes proposés n'étaient pas forcément du goût de tout le monde. Je suis le roi du haut canif. Il utilise la technique planche à pain. Et j'avoue, moi, le Club Dorothée, j'en étais fan. Les chevaliers du Zodiac s'en vont toujours à l'attaque.
Mais je suis pas sûr que ça m'ait influencé plus que ça. Bref, changeons totalement d'univers pour aller, cette fois, au Mexique. On va rencontrer Frida Kahlo. C'est une artiste mexicaine qui est surtout connue pour ses autoportraits saisissants. Une personne qui aura souffert pratiquement pendant les 47 ans de sa vie. Dès 6 ans, déjà, elle attrape la poliomyélite, une maladie au nom barbare qui agit de façon tout aussi barbare sur le corps de ses victimes, en leur bouffant littéralement la moelle épinière. Une belle salope cette maladie. C'est quand même fou ça, faut vraiment que je réfléchisse à une solution pour protéger l'humanité de cette calamité quand même. Et quand elle retrouvera l'école, après sa maladie, après avoir été allaitée de nombreux mois, ses camarades se moqueront d'elle en l'appelant Frida la boiteuse. Les enfants sont si charmants. Plus tard, alors qu'elle suit des études de médecine, elle sera victime d'un accident terrible de tramway. Elle se retrouvera transpercée de part en part par une barre de fer et à cause de ça ne pourra jamais porter d'enfant. Et de cette torture qu'elle subira tout au long de sa vie, elle tirera une source d'inspiration intarissable pour ses tableaux et ses toiles. Les couleurs vives contrastant de façon assez ironique avec la noirceur des sujets. Et pour continuer sur une note tout aussi joyeuse, on va parler de Franz Kafka. Kafka a vécu dans la toute première partie du XXe siècle. Une époque qui a été marquée par la Première Guerre mondiale et aussi par la montée de tous les nationalismes, patriotisme, fascisme et communisme de tout poil. Dans cette ambiance morne et morose, Kafka grandira avec sa mélancolie et son désespoir, deux thèmes qui vont imprégner l'ensemble de son œuvre. Il travaillera dans une administration anonyme et sera atteint assez rapidement par la tuberculose. Pendant son temps libre, il écrit une nécessité, une obligation intérieure pour lui. Ses textes seront d'ailleurs tous empreints de son tempérament. Il y mettra en scène des personnages, tous anonymes. Ces individus se retrouvent tous écrasés par une bureaucratie envahissante et tyrannique. À 40 ans, il mourra sans doute sans avoir vécu la vie qu'il aurait aimé vivre. Il laissera à son ami Max Brod le soin de brûler l'ensemble de ses textes inachevés. Son ami le trahira et publiera toute son œuvre. Bon, et maintenant je propose qu'on finisse en musique avec les jumeaux Sirkis, fondateurs du groupe Indochine. Jumeaux, mais on a parlé de jumeaux dans la dernière vidéo. Deux jumeaux, Stéphane et Nicolas, nés sous le signe du cancer. Et je pense que je me mouille pas trop en affirmant que ce groupe est le plus grand groupe de rock français. Ils ont commencé en surfant sur la vague New Wave avec leur look échevelé. Mais comme souvent en France, dès qu'il y a du succès, les critiques commencent à se faire entendre et deviennent de plus en plus pressantes. Des humoristes ajouteront leur petit grain de sel et à cause de ça, la décennie 90 sera terrible pour Indochine. La magie du début s'essouffle et le groupe n'arrive pas à retrouver son public. La décennie touchant déjà à sa fin, l'un des frères, Stéphane Sirkis, qui était le compositeur majoritaire du groupe, va passer la guitare à gauche. Début des années 2000, Indochine va commencer à sortir la tête de l'eau avec l'album Paradise. C'est le renouveau, le retour du succès, les concerts à l'appel et la capacité de remplir le Stade de France. Voilà, maintenant, si vous êtes cancer, si vous connaissez des cancers ou si vous connaissez des gens qui ont survécu au cancer, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Quant à vous, n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou alors à indiquer le signe que vous voulez que j'étudie pour la prochaine fois. Quant à moi, je vais me replonger dans les sciences ésotériques et je vous souhaite un bon vent.